Et ça, Patrick, c'est pas de lui. Eh bien, bonjour à toute l'équipe depuis Yaoundé, Francis Laplage et toute sa grande bande qui nous donne beaucoup de relents et surtout beaucoup de détente en ces milieux de matinée. Je ne vais pas vous citer tous, mais j'espère que je commence par Dorette, la galanterie oblige. Je n'ai pas oublié Ben Benji. Et sans oublier Moustique, de peur de me faire lyncher. Voilà, nous sommes dans la rubrique consacrée à un jour, un événement. Et pour cette édition, nous avons choisi encore, puisque les élections, on en parle, on attend beaucoup de choses de ces élections. Beaucoup disent d'ailleurs que le Cameroun est à un tournant de son existence en cette année 2018, avec toutes les questions qui charrient autour de ces élections-là. On a connu le changement à la tête d'Elections Cameroun, notamment à la tête de la direction générale des élections. Et nous en parlions déjà hier avec un acteur de la société civile, mais c'était aussi un doyen, n'est-ce pas, de la presse dans notre pays, Jean-Baptiste Sipa. Nous remettons une couche sur cette actualité-là aujourd'hui avec un acteur beaucoup plus présent sur le terrain. Il est coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir qui s'occupe de ces questions-là et qui se charge surtout de former les acteurs de la chaîne électorale dans notre pays. Philippe Nanga est avec nous dans ce studio. Nous lui disons merci d'avoir accepté notre sollicitation ce matin. Bonjour et salut à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Alors, le sujet qui nous intéresse, c'est bien avec le prétexte de ce changement à la direction générale des élections de Elections Cameroun, mais c'est surtout les contours qui pourraient permettre de crédibiliser l'action de cette institution au moment où beaucoup de suspicions fusent de part et d'autre, mais au moment où les défis nombreux attendent justement le Cameroun, les potentiels électeurs, mais surtout cette institution référendaire et électorale dans notre pays. De votre point de vue, comment vous avez déjà apprécié le changement intervenu à la tête d'Elections Cameroun au niveau de la direction générale des élections? Bon, disons que ce changement est venu simplement renforcer les inquiétudes que nous avions déjà depuis quelque temps dans le suivi du processus électoral dans notre pays, et ça vient aussi renforcer notre inquiétude sur la tenue des prochaines élections dans notre pays. Il y a quelques mois, nous avions fait une sortie à travers un point de presse pour dire que matériellement, ELECAM n'était pas préparé pour assurer sa mission, notamment en ce qui concerne les inscriptions électorales, parce que les kits étaient vétustes, les équipements n'étaient pas suffisants, le personnel n'était pas suffisamment, je vais dire, matériellement fourni. Donc on avait présenté un certain nombre de faits tirés du terrain pour démontrer que l'ELECAM ne pouvait pas assurer sa mission, notamment concernant les inscriptions. Et ça indiquait déjà qu'à l'intérieur, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes parce que avec la nomination déjà du dernier directeur général, voilà, il y avait déjà il y a eu des mouvements à l'intérieur. Il y a eu des mouvements, il y a eu des départs et des remplacements qui tardaient à venir. Donc il y avait déjà l'insuffisance du personnel et tout. Donc tout ça nous inquiétait énormément. Et là, le départ, les changements de personnes. Et là, il faut dire que c'est pas seulement le directeur général qui est parti, parce que depuis hier, il y a de mouvements à l'intérieur. Tout à fait. Voilà, peut-être un repositionnement. Il y a des services dont les responsables sont partis, sont en train de partir, là, le service de la communication, il y a plein de services qui sont touchés. Donc du coup, c'est un mouvement, j'allais dire, très inquiétant quand on sait qu'on est à l'approche des échéances électorales. Comment est-ce qu'on va reconstituer une équipe assez forte pour porter le processus? Ça, je crois que moi, personnellement, ça me renforce dans l'idée que les prochaines échéances sont vraiment, on ne peut pas dire qu'on a assurance qu'elles se déroulent normalement. Alors, mais vous répondez quoi à ceux qui pensent que justement un changement d'homme comme celui qui est arrivé dans la continuité du service administratif voudrait répondre de manière assez rapide à ces quelques manquements auxquels vous faites allusion? Je veux vous dire, la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance indique dans un de ses articles que les États ne doivent pas procéder au changement de cadre juridique des constitutions en année électorale.
Pourquoi est-ce que c'est dit comme ça? C'est parce qu'on sait qu'en pleine année électorale, il est trop tard pour commencer à reconstruire des processus, à reconfigurer. On n'a pas modifié la structuration de l'entité. Non, non. Ni ses organismes de fonctionnement. Je vais vous dire quelque chose. Le directeur général d'Élections Cameroun, c'est le directeur des élections. C'est lui qui est le responsable du processus électoral, sur le plan matériel, sur le plan financier. Donc c'est lui qui organise les élections. Et vous ne pouvez pas penser qu'à quelques mois des prochaines élections, l'ancien directeur Babale n'avait pas encore mis tout son dispositif en place, toute sa stratégie en place. D'ailleurs, quand il est démis de ses fonctions, il est à Douala en train de conduire un séminaire réunissant tous les démembrements d'Élections Cameroun. Bon, en ce moment, c'était encore des rumeurs. Hein. C'est plutôt quand il était à l'extrême nord que la nouvelle officielle est tombée finalement. Non, non. Là, il était à Douala. Quand il y a eu le conseil, oui, il y avait des rumeurs. Voilà. Donc, non, c'était pas, quand on a constaté, il y avait bien un séminaire à Douala qui était conduit par lui et où il était en train voilà. Donc, vous voyez que ce séminaire qui a été organisé par lui, ici à Douala, qui réunissait quand même tous ces démembrements-là, montrait qu'il était en train de mettre son dispositif en place. Aujourd'hui, bien que le DGA, Monsieur Soussé, que je connais très bien parce qu'en 2013, on a eu des séances de travail avec lui, qui est techniquement outillé, mais sauf que la conduite d'un processus, c'est la mise en place des stratégies, des mécanismes opérationnels qui font que ça ne se prépare pas à la veille. Il va falloir que M. Soussé aujourd'hui repense la stratégie qui avait été... N'est-ce pas la même stratégie qu'il va falloir continuer, lui ayant fait partie de cette équipe? Si le Conseil a constaté qu'il y avait un problème dans la conduite des opérations, ça veut dire que la stratégie n'était pas bonne. Il va falloir revoir tout le dispositif. Et comme on est en train de toucher aussi certains responsables, certains hauts cadres, ça sous-entend qu'il va falloir aussi revoir le plan opérationnel. Vous qui avez une observation sur ces questions électorales, on l'a vu sur d'autres cieux, notamment au Kenya, un changement de responsable en charge du processus électoral, mais le processus finalement s'est achevé. Oui, oui, attendez, c'est pas la même configuration, c'est pas le même cas du tout. C'est pas le même cas. Je vous rappelle que au jour d'aujourd'hui, si on respecte le calendrier électoral tel qu'il est indiqué, on pourrait avoir la convocation du corps électoral dans quelques semaines seulement. Tout à fait. C'est-à-dire, ça pourrait se faire... Pour une élection dans 5 à 6 mois. Voilà. Pour une élection qui pourrait avoir lieu pas dans 5 à 6 mois, parce que septembre, c'est pas dans 5 mois. Tout à fait. Voilà. Donc, la première élection devrait avoir lieu normalement en septembre. Donc, on pourrait convoquer le corps électoral d'ici le 15 juin. Et vous pensez que M. Soussé va avoir le temps d'organiser, de mettre en place, voilà. Déjà que matériellement, comme je vous le dis encore, l'ECAM n'est pas matériellement fourni pour assurer. Et face déjà à cette difficulté matérielle, associée à la difficulté de changement, de mutations internes, ça va être super compliqué. Ça, je peux vous garantir que ça va être super compliqué. Et là, ça vient compliquer davantage, n'est-ce pas, ce processus que nous, on voyait déjà très difficile au regard de la situation sociale aujourd'hui au Cameroun. Parce que je dois vous dire qu'une élection démocratique a des exigences. Et la première exigence, c'est la garantie d'un suffrage actif et passif. C'est-à-dire que tous les citoyens doivent avoir la possibilité de participer soit comme électeurs, soit comme élus. Or, vous savez très bien que nous avons aujourd'hui quand même 2 régions où on a près de 100 000 personnes qui sont parties. On ne peut pas penser que ces milliers de personnes qui sont parties, qui sont réfugiées ailleurs, n'auraient pas envie de participer au processus électoral, soit comme électeurs, soit comme candidats. Donc vous voyez que c'est déjà une violation, n'est-ce pas, des règles internationales en matière d'élection démocratique. Alors, Philippe Nanga, dès que vous l'avez dit, on a envie de savoir, hein, même si les propos que vous avancez ne semblent pas plaider en la faveur d'un impact positif de ce changement sur le processus électoral, mais est-ce qu'il n'est pas trop facile de réduire le peu d'inscrits sur les listes électorales par le seul fait d'Elections Cameroun, si vous, les acteurs de la mobilisation, n'avait pas suffisamment convaincu nos compatriotes d'aller se faire inscrire, parce qu'il y a aussi ce gap-là qu'il faut constater. Non. Je vais vous dire, nous avons des preuves à l'appui, parce qu'on est souvent allé vers les CAM, ils n'étaient pas prêts à être disponibles pour aller inscrire. On a souvent appelé les CAM, ils sont partis alors qu'il y avait encore des gens qui voulaient s'inscrire. Ça, on a des cas concrets là-dessus. Mais on a aussi des cas où on a vu les CAM se mobiliser pour certaines campagnes qui forcément n'avaient pas été préparées en amont par l'institution, avec des
des initiatives privées. On en a vu des cabales libyes qui ont réussi à mobiliser et d'autres ainsi. Mais c'est pour vous dire justement que quand ils ne sont pas matériellement, parce que je vous dis, aujourd'hui la moyenne des disponibilités des kits par antenne, c'est 3 kits. Et quand donc vous avez 2 ou 3 acteurs qui sollicitent ces kits-là, ce n'est pas possible parce qu'il faut qu'il y ait un kit à chaque fois à l'antenne et après il ne reste que 2 kits qui peuvent se déplacer. Et vous voyez donc, si vous avez, il y a plusieurs acteurs aujourd'hui qui font justement ce travail de mobilisation. C'est pour ça qu'il est souvent arrivé que vous alliez à l'antenne et qu'on vous dise que non, il y a déjà d'autres acteurs qui ont sollicité, n'est-ce pas, les kits parce qu'ils ont mobilisé du monde. Alors que vous aussi, vous avez mobilisé du monde quelque part. C'est ça qui explique ce que je dis, que matériellement, Elecam n'est pas fourni pour assurer cette mission-là. Et donc, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de Camerounais qui auraient voulu, justement parce qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait par les acteurs politiques, par les mouvements associatifs, comme les 11 millions et autres. Est-ce que justement le danger aussi, ou alors le gros problème auquel nous faisons face, c'est celui d'avoir pour les acteurs et les associations mobiliser beaucoup plus nos compatriotes en ces derniers mois qui précèdent les échéances? Un Monde à venir fait le travail de mobilisation depuis 2013. Chaque année, nous travaillons sur les questions électorales. Ceux qui suivent les acteurs du Monde à venir vous diront que chaque année, on n'attend pas l'année électorale. C'est la principale activité du Monde à venir. Travailler sur la démocratie, sur la mobilisation citoyenne. C'est notre principale activité. Et donc nous le faisons depuis 2013. En tout cas, je vais vous dire, après, à la fin des élections, on a continué, on a commencé à travailler. On a même commencé à travailler sur le plaidoyer pour la réforme du code électoral depuis 2013. Ce n'est pas maintenant. Et donc, je peux vous garantir qu'on travaille là-dessus depuis. La COASIC, qui s'est mis en place depuis 3 ans, 4 ans aujourd'hui, a commencé à travailler là-dessus, sur la mobilisation citoyenne pour les inscriptions. Et Monde à venir, d'autres acteurs ont commencé à travailler là-dessus. Donc, le travail a été fait depuis longtemps. Et justement, nous l'avons démontré, le niveau d'inscription annuel de l'Elecam, nous l'avons démontré qu'entre 2012 et 2013, l'Elecam a réussi à inscrire 5 millions de personnes, mais entre 2013 après les élections de 2013 à 2017, Elecam n'a pas réussi à inscrire 1,5 million de personnes. Et ça, c'est un problème. Parce que la première mission d'Elecam, c'est d'inscrire les gens aussi. Et donc, nous, on apporte un appui, mais finalement, c'est nous qui faisons le travail d'élection Cameroun. Mais sauf que même en faisant ce travail d'élection Cameroun, on est buté à l'incapacité de l'Elecam matériellement pour assurer cette mission-là. C'est là le problème. Et vous comprendrez donc que quand on parle d'élection démocratique, on parle aussi de la légitimité des élus. Et la légitimité des élus suppose l'adhésion de la majorité. Or, dans un pays où le potentiel électoral est d'à peu près 12 millions et que nous sommes aujourd'hui à peu près 6 millions d'inscrits, vous voyez que la participation est très faible. Et là encore, on est parti, si jamais il y a effectivement élection, pour avoir des élus qui n'ont pas du tout la légitimité. Alors, si on prend en compte toutes les données qui sont celles que nous avons actuellement, les délais peut-être très courts, les mutations à la tête de la direction générale des élections que vous trouvez peut-être pas opportune en ce moment-ci, de votre point de vue, dans la petite parcelle de possibilités qu'on a, qu'est-ce que Elecam devrait faire pour que tous les acteurs du processus se sentent en confiance et au mieux pour que nous ayons une élection tout au moins acceptable? Oui, les responsables, donc le président du conseil électoral et puis M. Soussé, que je connais très bien aussi, le directeur général, devraient, s'ils veulent tout au moins, ils doivent pouvoir ouvrir une réflexion avec tous les acteurs politiques, les acteurs associatifs. Ce qui a souvent été fait. Ce qui n'est pas fait depuis longtemps, justement. Ce qui n'est pas fait. Je pense que c'est un reproche qu'on fait aussi à ce dernier directeur, M. Babalé, qui n'a plus organisé, n'est-ce pas, des séances. Même si on a vu le conseil électoral qui est arrivé en région. On a vu le conseil dans les régions. Mais dans quelles conditions? Non, non. Quand on fait une consultation, ce n'est pas une messe où on invite des gens et puis vous avez 2 minutes de parole et puis c'est fini. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Une réflexion, on invite des acteurs qui travaillent, qui ont des propositions concrètes et dont les propositions vont être prises en compte. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc je pense qu'il y a urgence que ces responsables-là, le directeur général, le président du conseil électoral, appellent les acteurs, n'est-ce pas, du processus électoral, associatifs et politiques, pour asseoir une commission de réflexion, pour entrevoir toutes les conditions nécessaires. Parce que je dois dire ici à l'endroit de M. Soussé qu'il a une lourde responsabilité. Vous savez, une élection, c'est un moment très délicat dans un pays. Et si vous acceptez d'aller à une élection sans avoir réuni les conditions nécessaires pour prévenir les violences électorales, vous en êtes responsable.
Donc c'est pour ça qu'il est urgent que de manière froide, ces responsables convoquent, n'est-ce pas, d'autres acteurs et ouvrent la réflexion sur les échéances à venir. Comment on gère ça et quelles sont les mesures alternatives qui peuvent être prises à défaut d'avoir un code électoral conforme? Quelles sont les mesures alternatives qu'on peut prendre en tenant compte de la situation du sud-ouest et du nord-ouest pour espérer avoir un processus qui réponde, n'est-ce pas, pour le moins, pour le mieux, j'allais dire, n'est-ce pas, un processus démocratique, même si du point de vue, n'est-ce pas, du droit international, on est déjà à côté parce que quand vous regardez le nombre d'inscrits, on ne va jamais rattraper. Ce n'est pas possible au vu des échéances, des dates, comme je vous dis, qu'il n'est pas possible pour nous aujourd'hui d'avoir des élus légitimes au regard du nombre d'inscrits aujourd'hui. Ça, c'est tout un autre débat dans un environnement où les chiffres, les données font toujours l'objet de beaucoup de contestations en fonction du bord par lequel on se trouve. En tout cas, mais là, j'utilise les chiffres du gouvernement, ce n'est pas des chiffres qui sont les nôtres. Sur le potentiel et sur le nombre d'inscrits. Ce sont les chiffres du gouvernement. En tout cas, Philippe Nanga, nous vous disons merci d'avoir accepté cette sollicitation au lendemain de ces changements importants à la tête de la Direction générale de Elections Cameroun. Merci, nous sommes dans une période qui probablement nous mène à de très importantes échéances électorales et c'était un plaisir de partager avec vous et surtout pour nos auditeurs et téléspectateurs justement ces moments de réflexion sur la démarche et le processus qu'encadre Elections Cameroun. Oui. Francis Laplage et toute l'équipe de Nous chez vous à Yaoundé, nous vous renvoyons l'antenne. Merci de nous avoir accordé cet espace-temps. Demain, s'il plaît à Dieu, nous serons là avec un autre invité pour une autre édition de Un jour un événement.